que c'était qu'une parodontite apicale, pourquoi on les appelait comme ça, quelles étaient les différentes étiologies, surtout. Vous avez vu qu'au départ, c'était des étiologies qui créaient des pulpites, et après, tout ce qui engendre la nécrose peut induire à une lipo-E, mais pas que. On a vu que certaines thérapeutiques endodontiques aussi, si elles sont mal menées, si elles sont mal exécutées, peuvent engendrer des parodontites apicales. Vous avez vu aussi qu'il y avait des parodontites apicales d'origine parodontale, et vous avez appris, je pense, à faire le diagnostic différentiel entre les deux. Et je vous avais dit que ça allait même faire l'objet d'un cours détaillé en 5e année, les lésions endopparodontales. D'accord? Vous avez vu qu'il y avait des lésions parodontales, parodontites apicales d'origine endodontique, d'origine parodontale, et des fois, c'était combiné endoparodontal. D'accord? Donc, vous avez appris à faire la différence entre ces différentes étiologies. Donc là, on va enchaîner avec les formes cliniques. D'accord? Pour les formes cliniques, on avait dit qu'on avait opté pour une classification assez simple. D'accord? Donc, c'était quoi la classification qu'on avait dit qu'on allait utiliser? Ça allait être en fonction de la clinique, tout simplement. D'accord? Chronique ou bien aiguë? Tout simplement. Voilà. C'est la classification la plus simplifiée. Donc, chronique, ça veut dire qu'il n'y a pas de symptomatologie. D'accord? Ça veut dire que, tout simplement, c'est des lésions qui ne vont pas engendrer de douleur, qui ne vont pas engendrer ni de sensibilité, ni autre. Et les lésions aiguës, c'est facilement diagnosticable parce qu'il va y avoir une douleur très intense pour ce qui est des parodontites apicales. Et vous avez vu que quand celles-ci ne sont pas calmées par les antalgiques, c'est plus en faveur d'une parodontite apicale que d'une pulpite. Ça, c'est d'une part. Le deuxième facteur qui peut nous guider entre la parodontite apicale aiguë et la pulpite, on a dit que c'était la vitalité pulpaire, d'accord? Qu'en général, pour les parodontites apicales aiguës, on n'avait pas de sensibilité. Le test au froid était négatif, d'accord? Et vous avez compris la différence entre sensibilité et vitalité. C'est qu'on dit test de vitalité, mais en réalité, ce sont des tests de sensibilité. Tout ça, normalement, devient clair normalement dans votre tête, d'accord? Donc, pour les formes cliniques, on va commencer par les parodontites apicales symptomatiques. Donc, parodontite apicale symptomatique ou parodontite apicale aiguë, tout simplement. Donc, qui dit aiguë dit douleur. Donc, les parodontites apicales symptomatiques, voilà. Donc, pour les parodontites apicales symptomatiques, on va commencer d'abord par parler d'une parodontite qui n'est pas d'origine endodontique en réalité, mais je vous en parle parce que vous allez la rencontrer assez souvent dans votre exercice quotidien. Pourquoi? Parce que son origine, en fait, est un traitement restaurateur qui est mal conduit. Mal conduit comment? C'est-à-dire que l'occlusion ne va pas être vérifiée. Parce que vous savez très bien, quand vous faites une restauration, il faut toujours vérifier votre occlusion. Comment la vérifier? Avec un papier, on appelle ça un papier articulé que vous utilisez en prothèse ou un papier bleu tout simplement, que vous allez mettre, par exemple si c'est une molaire, vous allez le mettre entre les deux molaires antagonistes, le patient va serrer, d'accord, va faire des mouvements d'ouverture et de fermeture de petite amplitude et ça va marquer là où il y a un surplus, là où il y a une surélévation, d'accord? Donc là, vous serez obligé d'aller tailler. Avec quoi on taille le composite? Avec une turbine, une fraise diamantée. Jamais de contre-angle, jamais de fraise métallique. Pourquoi? Parce que ça va noircir notre composite. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on doit meuler du composite ou diminuer la quantité du composite ou faire des finitions au niveau du composite, on va utiliser systématiquement une turbine avec une fraise diamantée. D'accord? Donc, à partir du moment où vous allez faire une restauration et que vous n'allez pas faire ce geste-là, c'est-à-dire ne pas vérifier l'occlusion, on va avoir une surocclusion ou une surélévation. Cette surocclusion peut créer ce qu'on appelle une parodontite aiguë liée à un traumatisme occlusal. Donc, le patient, qu'est-ce qu'il va ressentir? Il va avoir une dent qui va être sensible, d'accord? Une dent qui va être sensible à quoi? À la mastication. D'accord? Sensible au contact et lors de la mastication. D'accord? Mais par contre, bien sûr, cette dent va garder sa vitalité. C'est-à-dire les tests de sensibilité, en réalité, j'insiste sur cette notion, va être positif. D'accord? C'est une dent qui est vivante. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, la thérapeutique, à ce moment-là, va être très, très simple. C'est quoi? C'est tout simplement d'aller faire ce geste qu'on décrivait maintenant, c'est-à-dire
utiliser un papier articulé et diminuer le surplus de composite ou d'amalgame. Peu importe le matériau que vous avez utilisé, il va falloir réajuster votre occlusion tout simplement. Et cette surocclusion, une fois diminuée, les choses vont rentrer dans l'ordre et l'inflammation au niveau du périapex va disparaître totalement. Il n'y aura plus cette sensibilité et cette douleur à la mastication. D'accord? Ça, c'est la parodontite liée à un traumatisme occlusal. On passe à un autre type de parodontite apicale, aiguë, toujours, parce qu'on est dans la lignée aiguë. Ça va être la parodontite apicale aiguë débutante. D'accord? Pourquoi débutante? Parce que c'est la seule parodontite apicale d'origine endodontique où la dent va garder quand même sa vitalité. Je ne sais pas pourquoi les slides ne passent pas quand c'est comme ça. Voilà, c'est un peu lent à passer. Donc, la parodontite apicale initiale, on a dit que c'était en général, je vous ai dit la règle générale, c'est quand on a une parodontite apicale d'origine endodontique, on a toujours la pulpe qui est nécrosée. D'accord? Le seul cas de figure où on a un semblant de pulpe qui est encore vivant, c'est la parodontite apicale initiale. Quand est-ce qu'on va la rencontrer surtout? Ça va être vraiment dans le stade débutant de la parodontite apicale et le stade final de la pulpite. C'est-à-dire qu'on a une pulpite chronique qui est vraiment en liquéfaction, qui est vraiment vers la nécrose. Et surtout, on va rencontrer cet état de fait, la parodontite initiale, pour les molaires. Pourquoi pour les molaires? Parce que tout simplement, elles ont plusieurs racines. Et vous savez que sur le plan histologique, les choses n'évoluent pas de la même manière partout au niveau de la dent. C'est-à-dire que vous risquez ce qu'on appelle, c'est valable pour les pulpites, je pense que vous l'avez vu, on a ce qu'on appelle des cas hybrides. Qu'est-ce qu'un cas hybride au niveau d'une molaire? C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, pour une molaire du haut, vous avez 3 racines, vous allez avoir le canal le plus large en général qui va être nécrosé, et les 2 canaux, vestibulaires en l'occurrence, qui vont être encore vivants. D'accord? C'est ce qu'on appelle un cas hybride. D'accord? Et c'est ce même cas-là de figure qui peut donner ce qu'on appelle des parodontites apicales initiales. C'est-à-dire quand vous allez faire votre test au froid, la dent va répondre. Elle va répondre tardivement, certes, parce qu'on est vraiment en pulpite chronique en voie de liquéfaction, c'est-à-dire en voie de nécrose, mais elle va quand même répondre. D'accord? Et vous allez en même temps avoir les signes d'une parodontite apicale aiguë, c'est-à-dire une douleur au contact. Dès que le patient met en contact les dents antagonistes, ça va faire mal. Une douleur à la mastication, une sensation de dents longues, d'accord? Il va avoir l'impression que la dent remonte. Pourquoi dents longues? Parce que tout simplement, le desmodonte, il y a un exsudat inflammatoire, d'accord? Vous vous rappelez, pour les pulpites, on a dit que tout ce qui était aigu, c'est des formes exsudatives, d'accord? Ça veut dire qu'il y a c'est comme un œdème, d'accord? Il y a un liquide séreux qui va se constituer et c'est ce liquide qui va soulever un peu notre dent, d'accord? Ça ne peut pas forcément être visible, ça dépend du degré de l'atteinte, mais le patient le ressent en général, d'accord? Donc, on va avoir dans ce cas de figure une vitalité qui est plus ou moins conservée avec une douleur caractéristique de la parodontite apicale aiguë, d'accord? Suite à cela, les choses vont évoluer assez vite et on va avoir la parodontite apicale qui est installée, la vraie parodontite apicale aiguë. Cette parodontite apicale aiguë, par contre, le test de sensibilité, le test au froid va être négatif, complètement négatif, d'accord? Il n'y a pas d'équivoque, la dent elle est nécrosée, il n'y a aucun doute là-dessus. Et les signes que vous allez avoir vont correspondre à une inflammation patente, c'est-à-dire évidente, installée au niveau du périapex. Donc, dès qu'il y aura une infection endodontique, ça va se disséminer vers la région apicale. Et là, l'inflammation va s'installer au niveau du périapex et ceci va correspondre, comme on disait tout à l'heure, à une inflammation exsudative sévère. Ça veut dire qu'il va y avoir un œdème à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bon, bien sûr, la pulpe, on a dit qu'elle était nécrosée. Là, le tableau clinique va être quoi? Ça va être des douleurs spontanées, d'accord? Ça ne va pas être provoqué, ça sera spontané, le patient va avoir mal et ça va être exacerbé, ça veut dire augmenté, exagéré par la percussion ou la pression, d'accord? Donc, soit le patient, il serre les dents et là, ça va faire mal, il va vous décrire une douleur très importante, ou sinon, ça sera à cause de la percussion. Donc là aussi, vous pouvez vous rappeler, la dernière fois, on avait décrit lors de la démarche diagnostique les différents tests qu'on pouvait utiliser. On a aussi le test de palpation intraorale. Donc, il suffit de balader votre index au niveau du fond du vestibule. Si vous passez au niveau de l'apex, ceci va être
sensible. D'accord? On a dit que quand c'est sensible, ça veut dire qu'il y a une inflammation. Quand c'est douloureux, ça veut dire qu'il y a du pus. Donc là, nous n'avons pas de pus, d'accord? Mais nous avons une inflammation. Donc la palpation au regard de l'apex va être positive. Les changements dans le périapex deviennent visibles radiographiquement sous forme d'une zone radioclaire. C'est-à-dire que quand vous allez faire une rétroalvéolaire à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va voir? On peut soit ne rien voir, d'accord? Ce n'est pas systématique, mais comme on peut voir un léger élargissement du desmodonte, d'accord? Ou du ligament alvéolo-dentaire. Ça, c'est pour la parodontite apicale aiguë. Le stade suivant, si il n'y a pas de traitement à ce moment-là, on peut avoir ce qu'on appelle les abcès apicales aigus. Vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai dit, il y a deux types d'abcès apicales aigus. Il y a l'abcès apical aigu primaire, c'est-à-dire qui arrive en première intention, d'accord? Et il y a l'abcès apical aigu secondaire, d'accord? Dans les deux cas, l'abcès apical aigu est considéré comme étant une urgence périapicale. Pourquoi est-ce une urgence? Parce que le patient vient avec des douleurs très, très importante et limite insupportable, d'accord? Et on a dit la dernière fois que ce n'était pas calmé par les antalgiques, d'accord? Il faut absolument faire un traitement local ou un traitement, c'est-à-dire étiologique, c'est-à-dire agir au niveau de la dent elle-même, un débridement, des infections, etc., d'accord? L'abcès, en général, quand vous voyez le mot abcès, on s'imagine systématiquement une tuméfaction, d'accord? Donc là, pas toujours. On peut avoir une tuméfaction à l'intérieur du fond du vestibule, à l'intérieur du palais dans certains cas, mais on peut avoir ce qu'on appelle un abcès intra-osseux, d'accord? Il est à l'intérieur de l'os, à l'intérieur des corticales, et les corticales ne sont pas encore rompues, d'accord? Donc, il ne sera pas visible, mais vous allez avoir tout le tableau clinique qui va vous aider à conduire un abcès apical aigu. C'est quoi votre tableau clinique? C'est ce qu'on vient de dire, c'est des douleurs spontanées, continues, rebelles aux antalgiques, d'accord? Une dent très sensible au contact, à la mastication et à la percussion, une sensation de dent longue, un test au froid qui va être négatif, d'accord? La radiographie, quant à elle, elle ne va pas forcément montrer une image de destruction. Au contraire, elle va montrer, quand elle existe, une image d'élongation au niveau du ligament alvéolo-dentaire, d'accord? D'élargissement, pardon, au niveau du ligament alvéolo-dentaire, d'accord? Donc là, quand le patient il vient à votre niveau, vous vous rappelez la dernière fois, on a parlé des tests qui étaient importants pour le diagnostic d'hypoE. Parmi ces tests-là, on avait évoqué bien sûr la percussion, parce que la percussion, je vous ai dit qu'il était inutile de l'utiliser pour les dentinites, parce qu'elle n'a aucun intérêt diagnostique. Par contre, il était judicieux de l'utiliser quand on recherche une atteinte de la région périapicale, parce que c'est ça son objectif premier, c'est de déterminer est-ce qu'il y a une atteinte ou pas au niveau du périapex. C'est ça l'objectif des percussions. Donc, quand le patient vient en vous décrivant des douleurs qui ne sont pas calmées par les antalgiques, là, il n'est pas judicieux, d'accord? Et il est même interdit de faire des percussions à ce patient. Pourquoi? Parce que ça va être assimilé à de la maltraitance. Vous allez augmenter sa douleur, vous allez le faire souffrir inutilement, d'accord? Parce que le diagnostic est évident, d'accord? Donc là, il est interdit d'aller effectuer des percussions pour ce genre de patient, d'accord? Donc là, la tuméfaction, comme je vous ai dit, elle peut être soit sous périostée ou sous muqueuse, d'accord? Sous muqueuse, vous allez la constater sur le plan clinique. Sous périostée, vous n'allez pas forcément l'observer cliniquement, d'accord? On a dit que pour l'abcès apical aigu primaire, et c'est celle-ci la différence avec l'abcès apical aigu secondaire, c'est que sur le plan radiologique, d'accord, regardez la dernière phrase, sur le plan radiographique ou radiologique, on ne va pas forcément le voir, ça ne va pas être forcément visible, d'accord? Par contre, pour l'abcès apical aigu secondaire, d'accord, là, on va avoir une image, pardon, une image radioclaire ou de destruction osseuse évidente. Pourquoi? Pour la simple raison que cette destruction osseuse est préexistante, elle existait déjà, d'accord? Elle était présente. Pourquoi elle était présente? Parce que tout simplement, l'abcès apical aigu récurrent, ou ce que je vous disais la dernière fois, on appelait abcès phénix. Pourquoi on l'appelle abcès phénix? Qui connaît le phénix? C'est quoi le phénix? Vous pouvez répondre par micro, il n'y a pas de souci.
Personne? Personne ne connaît le phénix? Oui? Non? Madame, c'est un type d'oiseau, non? Très bien. Oui, c'est un oiseau qui existe? Non, Non, c'est un oiseau mythique, on peut dire légendaire. légendaire. C'est un oiseau mythique, exactement. Et qu'est-ce qu'il a de particularité, le phénix? Il naît à Il se partir de la cendre, je pense. Excellent, excellent, c'est tout à fait ça. Il renaît de ses cendres. Il a la faculté de renaître de ses cendres. C'est-à-dire qu'il va disparaître, il va être consumé en cendres et il va renaître de ses cendres. Bien entendu, ça n'existe pas. D'accord? On est d'accord, c'est un oiseau mythique, légendaire, qui fait partie des histoires mythiques. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle apsé phénix, parce qu'à la base, c'est une parodontite apicale chronique qui était là, granulomateuse ou kystique. On a dit qu'on ne pouvait pas faire la différence sur le plan clinique. Donc, c'est une lésion chronique qui était là, qui était silencieuse, asymptomatique, etc. Après, à un moment, pour une raison ou pour une autre, par exemple, on a dit un traitement endodontique avec non-respect de la longueur de travail, on va refouler des micro-organismes, on ne va pas respecter la longueur de travail, etc. Pour une raison ou pour une autre, cette lésion chronique va se réchauffer, d'accord? Se réchauffer, c'est-à-dire devenir aiguë. C'est-à-dire que les facteurs agresseurs vont gagner le pas, entre guillemets, par rapport aux facteurs de défense. Parce qu'on a dit que le granulome était une défense, en réalité. Il était là pour protéger l'organisme de toutes ces septicémies possibles. Il va contenir cette agression, ces micro-organismes et leurs sous-produits et leurs toxines, d'accord? Il va le garder in situ. Donc, si on va aller, entre parenthèses, tripoter à ce niveau-là, on peut créer un réchauffement de cette lésion chronique et on peut engendrer ce qu'on appelle un abcès phénix ou un abcès apical aigu secondaire ou un abcès périapical récurrent. Tous ces termes sont valables et vous allez les retrouver dans la littérature si vous arrivez à lire un article ou là. Donc, si vous retrouvez ces mots-là, ça veut dire exactement la même chose. C'est un abcès apical aigu secondaire. D'accord? Donc, on a dit la différence entre l'abcès apical aigu primaire et l'abcès apical secondaire. C'est exactement la même symptomatologie, c'est exactement le même type de douleur. La seule différence, c'est quand vous allez prendre une rétroalvéolaire. Pour l'un, vous allez objectiver au mieux un élargissement desmodontal pour le premier. Et pour celui-ci, l'abcès secondaire, vous allez objectiver une image radioclaire de destruction périapicale évidente. Pourquoi? Simplement. C'est clair? Oui, madame. Très bien. Donc, attendez. Voilà. Donc, on passe maintenant alors, des fois, quand on fait le partage d'écran, ça a tendance, les slides passent plus lentement, je ne sais pas pourquoi. Bon, on va faire ça. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à les poser, hein, d'accord? Il n'y a pas de problème, on peut faire un cours interactif. D'ailleurs, c'est ça le souci avec Zoom, c'est que je n'arrive pas à vous voir et c'est difficile d'interagir avec vous. Donc, je vous invite à intervenir à n'importe quel moment. Il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. Madame, Non. j'ai pas compris le cas hybride d'une molaire. D'une molaire. Pulpite d'une molaire. Oui. Alors, le cas hybride d'une molaire, normalement, vous l'avez vu même pendant le cours des pulpites. C'est tout simplement, comme il y a plusieurs racines sur une molaire, d'accord? Ça, c'est Oui. que sur le plan histologique, les choses n'évoluent pas de la même manière au niveau des racines, d'accord? On va avoir Oui. la nécrose, bien sûr, qui va commencer au niveau de la chambre pulpaire, bien entendu, d'accord? Et quand ça commence au niveau de la chambre pulpaire, là, c'est de manière... pardon. Là, c'est de manière continue. Par contre, dès qu'on arrive au niveau des racines, en général, celui qui se nécrose le plus vite, c'est le canal le plus large. D'accord? C'est des problèmes de vascularisation, etc. Donc, le canal le plus large va se résorber ou va se nécroser rapidement. Par contre, les canaux mésiaux qui vont être plus fins, surtout le mésio-vestibulaire, va rester vivant. C'est ça le cas hybride. Mais ce cas hybride, il ne va pas durer, bien sûr, de manière indéterminée. D'accord? C'est une période, c'est tout. Mais sinon, la dent va aller totalement vers la nécrose. C'est-à-dire, à un moment T, on peut avoir une nécrose au niveau d'un canal
et une pulpite chronique au niveau d'un autre. C'est tout. C'est ça le cas hybride. D'accord, merci beaucoup, madame. Je t'en prie. C'est clair? Pas d'autres questions? Parce que la slide, elle ne veut pas passer. Attends. Oui. Si on fait une radio sur une carte supérieure et on voit une image radio claire au niveau d'une des racines, Oui. une image radio clarté, comment on Oui. peut savoir d'une quelle racine il s'agit? Alors, en général, quand vous localisez là-dedans, d'accord, ce n'est pas important de connaître de quelle racine il s'agit, d'accord, parce qu'on ne va pas faire un traitement endodontique sur une racine et en laisser une autre. En général, quand on traite une dent, on traite tout le système canalaire, d'accord, pour la simple raison que c'est relié. Il y a des canaux secondaires, accessoires, etc. C'est un réseau canalaire, ok? La même conduite à tenir. C'est la même conduite à tenir. Donc, ce n'est pas important de savoir si c'est la racine médiale, linguale ou palatine. À partir du moment où votre thérapeutique et le traitement endodontique, peu importe, d'accord? Là où c'est intéressant, c'est dans le cas, je vous disais la dernière fois, par exemple de fistule, où la fistule, je vous ai dit, elle n'apparaît pas forcément au niveau de la dent causale. L'ostium fistulaire, elle peut être décalée. Là, vous êtes obligé de rechercher la dent causale par des tests de sensibilité, par des radios éventuellement, et par un test de Guta. D'accord? C'est là où c'est intéressant, c'est par rapport aux dents, pas par rapport à la racine. La racine, c'est juste une indication. Mais sur le plan de traitement, ça ne change rien. D'accord, merci. D'accord? Je vous en prie. C'est bon? Pas d'autres questions? C'est bon? On continue? Oui, Très madame, on continue. Très bien. Donc, ça, c'est un tableau récapitulatif un peu juste pour vous montrer les différents signes, mais normalement, là, ça coûte vous les maîtrisez, d'accord? Donc, douleur spontanée, pour tous les types de parodontite apicale, aiguë, bien entendu, on va avoir des douleurs spontanées. Ça, on est d'accord. La réponse à la percussion aussi, elle est positive pour toutes les parodontites apicales. On est d'accord. Et on a dit que pour les abcès primaires et secondaires, il était interdit d'effectuer une percussion parce que déjà, à la base, le patient vient avec des douleurs atroces, d'accord? Pour la sensibilité pulpaire, on a dit que pour la parodontite apicale traumatique, là, bien sûr, elle est positive, donc il suffit de meuler. Pour la parodontite apicale débutante, elle peut être plus ou moins positive, d'accord, dans les cas hybrides, comme on le décrivait tout à l'heure. Mais à partir de la parodontite apicale aiguë, on n'a plus de sensibilité pulpaire. La dent est nécrosée, il n'y a aucun problème, d'accord? La palpation apicale, plus le stade va être aigu, plus il sera important, plus la palpation, elle va être sensible, d'accord? Pour l'image radio claire, on a dit que pour les stades débutants, on n'a pas ou peu de signes radiographiques, à savoir un petit élargissement, et au fur et à mesure où la lésion évolue, là, on va avoir des douleurs, des images radio claires qui vont être plus importantes à observer. C'est bon? Là, on a fini les parodontites apicales aiguës. Donc, on reprend. On a la parodontite apicale, on a dit qu'il n'est pas d'origine endodontique, mais d'origine de surocclusion. Ce n'est pas une lipo-E, mais c'est quand même aigu, c'est bon à la connaître, comme ça vous saurez la gérer. On a la parodontite apicale aiguë débutante, là on peut avoir une persistance de la vitalité. La parodontite apicale aiguë, là on n'a plus de sensibilité pulpaire et on a des douleurs spontanées, continues, avec une sensation douloureuse à la mastication et une sensation de dents longues et au contact. Les abcès apicales aigus, on a dit il y en a deux. Le primaire, quand il n'y a pas une lésion chronique en amont, et le secondaire, quand c'est une lésion chronique qui s'est transformée qui s'est réchauffée en lésion aiguë. C'est ça les parodontites apicales aiguës. C'est clair? Oui, madame. Très bien. Donc, on passe aux parodontites apicales chroniques maintenant. D'accord? Pour les parodontites apicales chroniques, la dernière fois, on les avait citées. On a les parodontites apicales chroniques classiques. Donc, bon, quand on dit chronique, je rappelle que c'est asymptomatique. Vous avez tout ce qui est granulome et kyste. Je vous ai dit qu'on ne pouvait pas faire cliniquement le diagnostic de granulome ou kyste, que la différence se faisait sur le plan anatomopathologique. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, c'est une perte de substance évidente sur la radio. Par contre, comme c'est des lésions asymptomatiques, en général, la découverte se fait de manière fortuite parce qu'il n'y a pas de symptomatologie particulière. C'est quand vous faites une radiographie pour une raison ou pour une autre, recherche de foyer infectieux par exemple, que vous allez avoir une destruction au niveau du périapex. C'est comme ça que vous allez voir qu'il y a un granulome au niveau d'une dent ou d'autres. D'accord? Ou sinon, quand vous avez un changement de teinte, la dent va changer de couleur, d'accord? Elle va devenir grisâtre à cause de la décomposition de l'hémoglobine.
au niveau de votre champ pulpaire ou de votre pulpe, d'accord? Elle va devenir grisâtre. Et c'est à ce moment-là, en faisant une radio, vous allez voir qu'il y a une destruction osseuse. Mais sinon, les tests de sensibilité pulpaire sont négatifs, bien entendu, ainsi que la réponse à la percussion, d'accord? Quand c'est des lésions chroniques, vous avez beau faire la percussion, ça va être négatif, d'accord? Sauf quand il y a une exacerbation secondaire, c'est-à-dire quand ça va se réchauffer, vous allez aboutir au stade d'abcès apical aigu secondaire, d'accord? Là aussi, c'est comme pour la lésion traumatique, c'est une lésion, d'accord? L'ostéite condensante ou ostéosclérose, c'est une lésion que vous risquez de rencontrer, mais qui n'est pas vraiment une parodontite apicale. En fait, c'est une dégénérescence calcique due à la pulpite chronique. C'est-à-dire que comme la lésion pulpaire, elle va durer dans le temps, dans cette chronicité, l'organisme peut des fois commencer à produire de l'os en excès et vous allez vous retrouver avec une image. Là aussi, elle est silencieuse. Il n'y a aucune symptomatologie et la découverte est fortuite lors d'une radio rétroalvéolaire. Vous allez voir une image radio-apicale, mais là, ce ne sera pas radio claire, ce sera radio dense parce que vous avez un dépôt d'os. D'accord? Ce n'est pas une destruction, c'est une apposition. D'accord? Ça, c'est entre parenthèses. Donc, si vous voyez une image qui est radio dense au niveau de l'apex, ça peut être une parodontite condensante, d'accord? Une ostéite, condensante, ou ce qu'on appelle aussi ostéosclérose apicale, d'accord? Ça, c'est entre guillemets. On a aussi la parodontite, dans les parodontites apicales chroniques, on a dit que c'était soit kyste, soit granulome. Et dans les deux cas, la thérapeutique, vous allez le voir lors du prochain cours, va être la même, d'accord? Et c'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire de faire le diagnostic entre les deux, à partir du moment où on va les traiter de la même manière. D'accord? À côté de ça, la parodontite apicale chronique, kystique ou granulomateuse, on les met ensemble parce que c'est la même chose. On a la parodontite apicale avec fistule. D'accord? Là encore, c'est une lésion chronique, donc il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de douleur. Le test de sensibilité est négatif. D'accord? Le test au froid, il est négatif. Et le diagnostic est évident. Pourquoi? Parce que l'ostium fistulaire, vous allez le voir. Vous allez avoir un trou duquel peut sourdre ou non du pus. D'accord? Et c'est à partir de là que vous pouvez, dans le cas échéant, quand c'est nécessaire, faire un test avec la gutta ou tout simplement une radiographie. D'accord? Donc ça, c'est en général les parodontites apicales chroniques que vous allez rencontrer. Donc, soit kystiques et granulomateuses, là, c'est les mêmes, soit avec fistule, d'accord? Ça, c'est évident. Et dans le cas de réchauffement, là, on va aboutir à l'abcès apical aigu secondaire, d'accord? Donc, pour résumer, là, je vous montre juste quelques images pour que vous ayez une idée. Là, la première image, c'est quoi? Vous arrivez à voir? La fistule. 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 Tout simplement. Externe. La fistule,